Bonjour messieurs, bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous poursuivons nos travaux du cercle du renouvellement constitutionnel par un débat ouvert, toujours sur le champ de la limite de la loi. Limite de la loi dans ses aspects théoriques et non pas pratiques. Les aspects pratiques sont plus et actuels sont plus dans la partie anthropologie de la loi. Alors, voilà, on a deux parties, la partie théorique, partie pratique. Là, c'est dans la partie théorique avec le thème du jour, les circuits courts, les notions d'état d'urgence ou de RIC. Alors, en préambule, off the record, comme disent les, les anglophiles, nous discutions justement, mais qu'est-ce que c'est que ce thème que tu nous proposes, Luc, hein? Et donc, je vais vous expliquer en quoi ce thème est effectivement extrêmement important pour des travaux constitutionnels. Parce que, quel est le problème? Le problème, c'est qu'il y a un certain nombre de situations particulières qui se distinguent de différentes manières, qui se manifestent de trois manières au moins. La première, c'est la notion d'urgence. Il peut arriver qu'il y ait des situations d'urgence qu'il faille gérer. Ça peut être des situations, par exemple, de violence interne à un pays ou externe à un pays. Le cas, par exemple, de guerre. Les guerres sont ce genre de situations d'urgence, exceptionnelles, non ordinaires, qui surviennent dans la vie d'une nation. Ça peut être également des crises, par exemple, environnementales, tremblements de terre, inondations, incendies, etc. Ça peut être des problèmes sanitaires, nous le connaissons bien puisque nous venons de vivre une épidémie. Toutes ces crises de cette nature qui font entrer la nation dans une situation exceptionnelle, dans ce qu'on appelle état d'urgence. Hein. Nous venons d'en vivre un récemment en France. Donc c'est une situation d'urgence. Donc ça, c'est la première situation particulière. Et je vais montrer que c'est très important que les constitutions prennent en compte ces situations d'urgence. Deuxième circonstance qui peuvent faire nécessiter des circuits courts, c'est un cas de blocage des institutions. C'est-à-dire que malgré le fonctionnement des institutions, je dirais, usuelles, eh bien, il peut y avoir un dysfonctionnement durable. Notamment, par exemple, un conflit entre institutions qui aurait un champ qui se recouvrerait et qui serait en conflit. C'est-à-dire, et pas de moyen de résoudre ce conflit autrement que par un arbitraire. Alors, on peut toujours le résoudre par l'arbitraire, par une décision divine ou princière ou je ne sais quoi, mais évidemment, ça serait déjà une forme de constitution. Donc l'idée dans une constitution, c'est de gérer ces situations de conflit entre institutions. Donc ça, c'est assez important. Bon, on peut prendre l'exemple ou un dysfonctionnement durable. Dysfonctionnement durable, vous avez par exemple des régimes parlementaires dans lesquels, avec comment dire, des proportionnels plus ou moins intégrales, qui font qu'en définitive, il y a incapacité de dégager une majorité de gouvernement. Donc il y a une vacance du pouvoir. Donc voilà, ce genre de situation qui amène à un blocage de situation des institutions et qui appelle d'autres circuits, des circuits alternatifs pour sortir de ces situations de blocage. Et puis il y a une dernière situation particulière qui serait, et nous le vivons très fréquemment, ce sont des divergences entre les politiques qui sont conduites par les gens qui sont en charge de cela, que ce soit des administrations, des gouvernements ou autres, et la volonté populaire. Et dans ce cas, s'il y a une divergence entre la politique qui est menée et la volonté populaire, par exemple, on a élu quelqu'un pour qu'il fasse tel programme, mais il fait complètement autre chose, eh bien, il faut qu'il y ait des moyens, justement, des circuits courts, parce que si nous sommes là évidemment dans le renouvellement constitutionnel, dans un cadre démocratique où c'est
effectivement Demos Kratos, donc le pouvoir au plus proche du peuple, évidemment, il faut que le peuple ait les moyens de réimposer sa souveraineté. Donc ça, c'est un autre circuit court important. Donc dans toutes ces trois situations, types d'événements qui peuvent survenir, il y a une nécessité de prendre des décisions rapidement. Voilà en fait ce qui est de façon, je dirais, extraordinaire par rapport aux conditions de fonctionnement normales des institutions. Voilà, j'espère que ça éclaircit pour mes camarades de quoi il est question aujourd'hui. Alors, si on analyse maintenant, donc après avoir exposé le problème, je vais essayer de l'analyser. Déjà, en montrant que ces situations, elles sont très importantes à gérer parce qu'elles présentent un certain nombre de risques. Ce sont des périodes, par exemple, où l'arbitraire peut être décuplé. Et donc, il peut être dangereux, avec notamment des usurpations de pouvoir qui peuvent survenir. Je vous invite, par exemple, je regardais hier soir une vidéo de, comment s'appelle-t-il, de Henri Guillaume sur la guerre de 1970 avec l'Allemagne. Et notamment un général qui pensait faire un coup d'État, si vous voulez, avec une armée de 170 000 hommes extrêmement, qui s'est rendu finalement aux Allemands, enfin avec des trahisons absolument abominables. D'ailleurs, il a été condamné à mort, mais gracié. Mais voilà. Et ces situations de guerre, d'urgence, sont potentiellement dangereuses et ne pas les adresser dans une constitution serait particulièrement dangereux, justement. Donc il faut les prévenir, il faut les prévoir, ça me semble tout à fait essentiel. Je cite un exemple, mais c'est un exemple concret. Hein, mais des exemples comme ça, on pourrait en citer, des coups d'État, etc. On pourrait en citer un grand nombre d'exemples. Et puis, l'autre risque, c'est que, du coup, ces situations d'urgence appellent, par exemple, des restrictions des libertés. Bon, on l'a vu avec la crise sanitaire et les restrictions des libertés. Donc, ça veut dire que ces situations suspendent ou restreignent des principes qui ont été posés dans le préambule de la Constitution. On a parlé de la Déclaration des droits de l'homme, on a déjà parlé également des principes fondateurs, le droit naturel par exemple, mais même si on n'est que dans du droit positif, on va dire on va suspendre le fonctionnement démocratique. Donc on va se retrouver dans des situations d'urgence qui peuvent suspendre ou restreindre l'exercice normal de ces principes, l'expression normale de ces principes fondamentaux. Donc c'est tout à fait essentiel, puisque restreindre les libertés, comme on l'a vu dans la crise sanitaire, le confinement, hein, typiquement, c'est une restriction des libertés énorme, restriction de l'égalité, etc., etc. Atteinte à la fraternité. Tout cela, c'est fait au nom de cet état d'urgence. Donc on voit bien que c'est très, très, très important. Donc plus généralement, je dirais, si on veut fixer les enjeux de ces circuits courts, plus généralement, ce sont des situations où le fonctionnement ordinaire des institutions n'est pas possible et pour lesquelles il faut prévoir un fonctionnement extraordinaire. Voilà en définitive, avec comme objectif, dans notre cadre et dans des valeurs que nous partageons, avec comme objectif que ces circuits courts permettent d'assurer la souveraineté du peuple en toutes circonstances. Voilà, en fait, parce que sinon, si on était dans un système monarchique, évidemment, on n'aurait pas de problème, puisque c'est le roi, par exemple, qui déciderait. Donc, on sait déjà qui va décider, donc il n'y a pas besoin de le poser. Dans un système qui se fixe comme horizon le plus proche possible de la démocratie, il faut, y compris dans ces circonstances, que la souveraineté du peuple soit respectée et puisse s'exprimer. Donc voilà l'enjeu. C'est un enjeu extrêmement majeur. Voilà. C'est ce qui fait que, quelque part, je suis surpris que vous soyez surpris que je propose ce sujet. Parce que pour moi, il m'apparaît tout à fait évident. Et tout à fait fondamental. Sinon, la démocratie n'a pas de sens, je dirais, quelque part, puisqu'elle peut être violée à tout moment par des gens qui peuvent disposer de la force leur permettant de balayer les institutions qui auraient été mises en place. Alors, si on essaye d'analyser maintenant ces situations, j'ai identifié 3 axes d'analyse
Le premier, c'est le délai, le critère d'urgence. Il y a des délais très courts, donc qui relèvent dans une temporalité de la minute à l'heure. Je donnerai des exemples, enfin un exemple en particulier. Des délais courts qui nécessitent des actions de l'ordre de la journée ou de la semaine. Et puis il y a ceux qui sont modérément courts, on va dire de 2 semaines à quelques mois. Voilà, en gros, déjà en termes de temporalité, les trois temporalités qu'on peut dégager, que je vous propose. Deuxième axe d'analyse, quel est le champ concerné, le champ principal concerné? Donc il y a le premier champ, c'est le champ militaire. Le deuxième champ, le champ institutionnel. Le troisième champ, c'est le champ interne, donc à l'intérieur du pays, à l'intérieur de la nation, ou d'une partie de la nation, une collectivité, une ville, une région, par exemple. Autre champ, l'international. Est-ce que c'est plutôt au contraire le champ externe? Ou est-ce que c'est le champ démocratique? Voilà les 5 champs que je vous propose. Alors peut-être que j'en oublie, hein, mais bon, j'ai au moins relevé ceux-là. Et puis, il y a la gravité de cette urgence. Est-ce que la gravité est forte ou est-ce qu'elle est pas forte, on va dire, hein. Elle est forte ou pas forte. Alors, comment est-ce qu'on va adresser ces situations? Donc, j'ai construit un petit tableau que j'affiche maintenant pour les gens qui nous regardent et que je vous propose d'ouvrir, messieurs, puisque je vous ai envoyé le document tout à l'heure en préalable. Il y a un tableau qui croise justement ces axes. L'axe du temps, donc très court, modérément court, et après l'axe des champs militaires, institutionnels, internes, international, démocratique. La gravité, dans ce tableau, je l'ai mis en gras. Quand c'est une gravité forte, c'est en gras. Quand c'est une gravité pas forte, c'est-à-dire que c'est pas, c'est moins urgent à résoudre. Alors, dans le très court, qui relève de la minute à l'heure, eh bien, moi j'ai relevé qu'une seule chose qui soit dans ces cas-là, c'est l'attaque et la riposte d'armes nucléaires. Où là, effectivement, le préavis de réaction doit être extrêmement court. On est de l'ordre, effectivement, de la minute à l'heure pour résoudre, pour ces ripostes. Donc c'est extrêmement court. On voit bien que là, on est dans des situations tout à fait exceptionnelles et pour lesquelles, là, on a vraiment une réaction qui doit intervenir extrêmement rapidement. Donc ça, c'est le seul champ sur lequel il y a que j'ai identifié, sur lequel un temps de réaction très court est nécessaire. Vous avez affiché, vous visionnez ce tableau de votre côté, messieurs? Très bien. Superbe. Alors, dans le court, c'est-à-dire de 1 jour à 2 semaines, bon là, ils sont tous effectivement de gravité importante. Là, sur le plan militaire, on a par exemple une attaque conventionnelle, donc une tentative d'attaque, d'invasion avec des forces conséquentes, mais avec que des armes conventionnelles. Ça, c'est pour le champ militaire. Pour le champ institutionnel, on a des divergences entre institutions, mais d'une gravité telle qu'il y a vacance du pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir n'est plus exercé. Il y a un problème, donc il faut, assez rapidement, on ne peut pas laisser un pays sans direction à court terme. Donc, avec une vacance du pouvoir, divergence d'institutions qui a abouti à une vacance de pouvoir, il faut trouver une solution en 1 à 2 semaines, quoi. 1 jour à 2 semaines, un grand maximum. Autre champ, le champ interne, par exemple, c'est le cas, par exemple, là, il faut une réaction quand même de 1 jour à 2 semaines
pour les crises environnementales, sanitaires, etc., avec un état d'urgence qui serait décrété. Bon, il y a une épidémie qui est en train de se décaler. Il ne faut pas attendre un mois pour dire, ah bon, bah alors qu'est-ce qu'on fait non, il faut le faire dans les jours qui suivent le fait qu'on a une alerte et qu'on s'aperçoit qu'il faut faire quelque chose, quoi. Donc ça, on est toujours dans le cours, ou un événement comme un tremblement de terre, par exemple, vous n'allez pas attendre 50 ans pour déclencher tout un tas de particularités de fonctionnement. Après, toujours dans le cours, vous pouvez aussi avoir à l'international une crise aux frontières ou de nations amies. Bon, par exemple, on peut imaginer, je ne sais pas, les USA qui attaquent l'Espagne, par exemple. L'Espagne, pays avec lequel nous avons des relations très suivies depuis des années, qui est un pays ami. S'il y a une crise forte parce que les USA attaquent l'Espagne, bon ben voilà, il faut savoir ce qu'on fait assez rapidement quand même. Parce qu'on va être sollicité de toute façon par ces nations. Donc il faut savoir quoi répondre. Et puis sur le plan démocratique, il peut y avoir aussi une divergence grave, mais qui a des états graves, entre le politique et le peuple. Donc dans le champ démocratique, c'est le cas de l'état d'urgence, par exemple. Admettons que dans un délai court, c'est typiquement, je vous cite l'exemple que nous on a mis en œuvre dans la Constitution qu'on propose pour ces questions-là, c'est l'état d'urgence doit être décrété très rapidement dans les jours, si c'est une épidémie ou je ne sais quoi, quelque chose comme ça, un jour après, par exemple, la survenue de l'événement, mais il se peut que la population ne soit pas d'accord avec les mesures qui ont été prises en urgence par l'exécutif, par ce fonctionnement extraordinaire. Et donc, dans ce cas, nous avons prévu un référendum de validation ou d'invalidation de l'état d'urgence sous 15 jours. Donc, voilà, c'est pour vous donner un petit peu. Et s'il y a invalidation, il y a celui qui a déclenché l'état d'urgence et démis de ses fonctions immédiatement, si l'état d'urgence n'est pas validé. Voilà, donc c'est pour vous donner une illustration de comment justement le peuple peut intervenir, y compris dans ces situations d'état d'urgence. Et puis il y a la dernière colonne, donc modérément court, donc de 2 semaines à quelques mois. Donc là, sur le plan militaire, c'est une attaque conventionnelle, par exemple, mais de faible intensité. Ça peut être des divergences dans le champ institutionnel entre institutions, mais qui ne remettent pas en cause, qu'il n'y a pas de vacances du pouvoir pour autant, ils ne sont juste pas d'accord entre deux choses, entre deux juridictions par exemple. Il y a le niveau international, c'est une crise aux frontières mais qui n'est pas aiguë. Et puis, la modérément court, mais ça ne peut pas durer éternellement, par exemple, il y a un élu un représentant ou je ne sais quoi, qui mène pas une politique conforme à ce qui s'était engagé, eh bien, il faut que le peuple puisse déclencher un RIC pour abroger peut-être les mesures qu'il a prises, mais révoquer le représentant ou l'administrateur, celui qui a le pouvoir décisionnaire, ou la chambre qui aurait ce pouvoir décisionnaire, peu importe l'instance, peu importe l'institution, mais que le peuple puisse justement intervenir, là, sous un délai de quelques semaines à quelques mois. Voilà les situations que j'ai identifiées avec les différentes, catégorisations de celles-ci. Alors, comment du coup adresser ces situations? Quelles pourraient être quelles sont leurs caractéristiques? Comment est-ce qu'on peut adresser ces problématiques, toutes ces cases du tableau en définitive? Sur le très court, là je pense qu'il est évident qu'il n'y a que quelques personnes, vraiment ça se compte éventuellement sur les doigts d'une seule main, qui peuvent être définies facialement à l'avance pour pouvoir agir dans ces circonstances. Attaque nucléaire, il ne faut pas attendre que vous soyez complètement détruit pour pouvoir faire quelque chose. Ça, c'est une donnée. Donc là, ça ne peut pas être autre chose que quelques personnes définies à l'avance. Donc ça fait partie des missions confiées à cette institution.
Pour le temps court, alors là, on peut, alors suivant les circonstances, suivant les cas, on peut envisager quelque chose en un ou deux temps. Un temps 1 ou un temps unique, qui est, on fixe la décision à une institution qu'on a définie à l'avance. Donc on dit, bah, par exemple, ça sera s'il y a tel blocage qui intervient, par exemple, entre divergences, bah, ça sera telle institution qui fera l'arbitre, par exemple. Donc ça, c'est un premier cas. Ou on peut avoir une fusée à deux étages en deux temps en disant, bah, de manière conservatoire, pour un temps, il prend, on dit, bah, ça va être lui, ou la décision reporte la décision réelle à une consultation référendaire qui va faire que, eh bien, il y a deux institutions qui ne sont pas d'accord, on organise un référendum et c'est le peuple qui tranche entre les deux institutions pour dire, bah, on prend cette orientation-là. Donc ça, c'est pour l'état. Mais dans des situations courtes, bah, c'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure sur l'état d'urgence avec validation ou invalidation de l'état d'urgence déclenché par un pouvoir, disons, exécutif, pour simplifier, et qui serait validé ou invalidé par le peuple sous 15 jours. Et puis il y a la dernière temporalité, modérément court, donc de quelques semaines à quelques mois. Donc là, ça peut être également en un ou deux temps. Donc un temps, si la décision, alors ça sera plutôt en deux temps en l'occurrence, mais ça peut être en un seul temps si la décision, la première décision du temps 1 est simplement une décision de mesure conservatoire. Bon, bah, on prend une mesure conservatoire en attendant que le peuple tranche. Et puis deuxième temps ou temps unique, c'est arbitrage par référendum. C'est le cas du RIC par exemple, ou d'autres référendums. C'est le cas du référendum d'une manière générale, mais dont le RIC. Donc, les solutions voilà, que j'envisage, auxquelles j'arrive, mais bon, après, voilà, le débat s'ouvrira. Les solutions, donc, pour le délai très court, donc, une institution de taille réduite, compétente et légitime, parce que, évidemment, on est dans des situations extrêmement graves, je dirais, donc, fatalement de taille réduite, mais il faut qu'elle soit également compétente, mais il faut aussi qu'elle soit légitime pour déclencher ce genre de choses. Sur la temporalité courte, donc dans ces cas-là, peut-être on peut avoir des institutions et des processus de gouvernement rapides, hein, donc qui disent, bah, il y a une épidémie, bah, dès demain, dès dans 2 jours, clac, on fait, je sais pas quoi, confinement ou je ne sais rien, j'en sais rien. Peu importe, on prend des mesures à très court préavis, donc avec des institutions et des processus de gouvernement rapides et aptes à identifier ces situations, parce qu'il faut aussi, il y a les actions, mais il y a aussi l'identification, la détection de ces situations. Et puis des institutions de consultation référendaire à court préavis qui soient déjà en place de façon quasi permanente. Hein, on ne peut pas faire quelque chose de très court si ce n'est pas des institutions permanentes qui sont justement en charge d'organiser ces réactions, ces consultations référendaires avec un court préavis. Et puis sur le modérément court, voilà, on peut avoir des institutions qui sont aptes à constater le besoin de consultation référendaire, des institutions qui permettent de déclencher un référendum par la base, donc soit le RIC, donc référendum d'initiative citoyenne, ou ce que l'on appelle le RII, le référendum d'initiative individuelle, donc avec des processus différents, mais qui peuvent permettre justement un déclenchement par la base. Et puis des institutions, comme je l'ai dit, mais qui sont déjà valables à court préavis, mais qui sont également à place des institutions de consultation référendaire, qui sont là à place, je dirais, à demeure, pour pouvoir justement être en place. Pour donner un exemple, on parlait de l'ILEP dans d'autres instances pour permettre la liberté d'expression et de mener les campagnes de consultation, de votation dans de bonnes conditions, avec une bonne information du public. Ben voilà, ce type d'institution, comme l'ILEP, ça fait partie de ces institutions qu'il faut prévoir et qui doivent être en place de manière permanente, de telle sorte qu'à un court préavis, elles puissent être mobilisées et servir à ce genre d'état d'urgence au sens général du terme. Voilà, messieurs, pour cet exposé. Et pourquoi je pense que c'est tout à fait essentiel
de réfléchir à cela et de donner en tout cas des indications et oui, des indications aux constituants qui auraient à travailler justement à rédiger une constitution. Ne pas oublier ce thème qui est tout à fait essentiel. Messieurs, je vous cède la parole. Qui veut commencer? Bah, j'ai des réactions. Voilà, je veux bien commencer. Bonjour. Alors donc, oui, au départ, en lisant le titre de ton exposé, je n'avais pas bien compris parce que, en fait, il s'agit surtout de l'état d'urgence principalement et des situations exceptionnelles. Et circuit court, ben voilà, dans le jargon, souvent, on entend parler de circuit court en particulier pour la distribution des tomates, des potagers, etc. Donc, voilà, le circuit court dans le jargon habituel, ça réfère souvent à l'économie locale, etc. Donc, j'étais un petit peu perdu. Et le RIC était aussi, enfin, n'était pas directement lié à l'état d'urgence parce que la plupart des gens, quand ils parlent de RIC, ils ne parlent pas forcément d'état d'urgence et ils parlent simplement de l'établissement d'un référendum dans la vie politique française. Voilà, donc voilà la confusion de départ, mais on a bien compris comment tu requalifiais ces deux termes, et état d'urgence était tout à fait dans le cadre de ton exposé. Donc voilà, on est sur les rails. Je prends dans l'ordre mes notes. Bon, pour le délai, tu parles de délai dans ce que tu dis. Il y a des délais très courts, modérément courts. Juste peut-être une petite boutade sur l'exemple belge où on a vu les Belges, j'ai pas vérifié, mais je crois qu'ils sont restés 2 ans sans gouvernement. Il y a, dans les 10 ans qui viennent de se passer, voilà, il y a eu un moment de ce genre. Bon, en France, ça n'est jamais arrivé, mais on peut aussi tout à fait vivre sans gouvernement et avoir un État qui roule sur sa lancée et règle les affaires courantes, mais c'est vrai que ça peut poser quand même des problèmes, surtout en cas de crise exogène, etc. Voilà. Autrement, pour les champs, il y a des champs, tu as parlé de champs militaires, institutionnels, internes, international, démocratiques. Il y a quand même aussi le champ économique avec des pénuries très importantes, des pénuries mondiales qui impacteraient, voilà. Et aussi, il y a le financier, le crash boursier, le crash monétaire, qu'il soit exogène ou pas aussi. Pardon. Donc, tout ça, c'est peut-être que ça mériterait d'être exploré à travers ta démarche. Alors, alors, je vais passer aux choses un petit peu plus sérieuses. L'état d'urgence, on le voit, on l'a vu surtout avec la pandémie, et j'ai entendu dire, assez rationnellement d'ailleurs, que quelqu'un disait « qui gère l'état d'urgence est maître du tout ». C'est-à-dire que, par exemple, avec la crise, l'OMS est en train de tenter de s'accaparer la capacité mondiale et internationale de décréter des pandémies et d'en arriver à décider d'une façon unilatérale de l'état d'urgence sanitaire pour ce qui le concerne, mais dans la loi et dans la convention qui est prête à être écrite, l'OMS va intégrer la notion d'environnement. C'est-à-dire que l'OMS serait capable aussi de décréter un état d'urgence à partir de critères environnementaux. Et en fait, à partir du moment où tu décrètes l'état d'urgence, en plus, il y a une notion qui est importante, c'est-à-dire que celui qui décrète l'état d'urgence, avec autorité, serait celui qui assumerait l'état d'urgence en lui-même, la gouvernance, la direction de l'état d'urgence. C'est-à-dire que là, il faudrait structurellement que celui qui décrète l'état d'urgence ne soit pas celui qui en hérite du pouvoir. Et là, c'est juge et parti, enfin, c'est le serpent qui se mord la queue, tout ce que vous voulez. Et en fait, c'est carrément le totalitarisme assuré en permanence
Parce qu'il suffirait tout simplement, du haut de son autorité, de décréter, parce que tu as envie d'avoir le pouvoir, de l'état d'urgence à partir de n'importe quel prétexte. Et on a vu avec la pandémie, avec une maladie qui ne tuait que 0,04% des gens, voilà, et que 99,96% des gens s'en tiraient. Enfin voilà, on voit à quel point la pandémie était urgente. Et justement, s'accaparer le pouvoir de façon permanente. Là, je viens de regarder pendant ton exposé, de novembre 2015 à novembre 2021, il y a eu 44 mois d'état d'urgence en France sur 72. C'est-à-dire plus de la moitié. C'est-à-dire que nous sommes depuis novembre 2015 dans un état d'urgence, dans une gouvernance qui est sous état d'urgence plus de la moitié du temps. Donc c'est très grave cette affaire. Tu peux rappeler l'écart de date, s'il te plaît? Novembre 2015, novembre 2021. Et je pense qu'il y en avait eu, et là c'est juste pour la proportion, pour être plus voyant, je pense qu'il y en avait eu en janvier 2015, peut-être au moment des attentats de Charlie. Voilà, parce que novembre 2015, c'est les attentats du Bataclan, hein, je crois. Voilà. Donc on peut, voilà. 44 mois sur 72. Et donc, là, je regardais, c'est-à-dire que l'état d'urgence, c'est un état vide de droit. C'est-à-dire que l'état d'urgence, c'est simplement mettre à la porte le droit, d'une certaine façon. Ensuite, c'est un nouveau mode de gouvernement, on le voit, ça devient très grave et même contagieux, quoi, au vu. Bon. Et bon, se pose le problème de la constitutionnalité de toute cette affaire, de l'inscription dans la Constitution. Et là, on est dans le cœur de ta volonté d'exposer, dans le cœur de notre sujet. Et le Conseil d'État a rédigé des petites choses à ce sujet et constate effectivement qu'il faut inscrire tout ça dans la Constitution. Constituer un cadre global du droit et de la gestion des crises majeures, c'est-à-dire faire un canevas de droit à côté, peut-être. Voilà, on ne sait pas très bien. Ensuite, il faut peut-être lire le dossier du Conseil d'État. Réserver l'état d'urgence aux crises majeures auxquelles la puissance publique ne peut pas répondre. Bon, ça, c'est un petit peu ce qui a été exprimé. Clarifier les responsabilités et l'articulation entre l'État et les collectivités locales, parce qu'il faut aussi voir de quelle façon et à quel niveau, à quel périmètre doit s'imprimer l'état d'urgence et savoir si, d'une certaine façon, les collectivités locales pourrait gérer les affaires courantes s'il y a une défaillance ailleurs dans le pays. Alors, le Conseil d'État, voilà, c'est ce que je disais, inscrire dans la Constitution des règles procédurales fixant le cadre de mise en œuvre des états d'urgence. Ça veut dire que dans la Constitution, moi je ne suis pas un exégète total de tout ça, mais on peut en conclure qu'il n'y a rien de prévu dans la Constitution, mais vous me démentirez peut-être. Mais voilà, modalité de déclenchement, de prorogation. Ah oui, et puis il y a la prorogation. Et comment on en sort? Et de contrôle de constitutionnalité. Voilà. Et là, on est là-dessus aussi. Donc, le Conseil d'État se pose ces questions. Consolider le contrôle parlementaire, ah voilà, le Parlement aussi, la navette je reviens à ce que je disais au départ, c'est celui qui décide et celui qui administre, donc là ça va pas, donc en fait il s'accapare le pouvoir à partir du moindre scénario, même monté en faux drapeau, comme on a l'habitude maintenant de voir les entourloupes qui peuvent se passer au niveau de la communication qui génère la peur, puisque nous sommes maintenant administrés plutôt à coup de peur plutôt qu'à coup de rationalité et de bienveillance gouvernementale. Donc, il est facile de s'accaparer à partir de n'importe quel artefact de peur le pouvoir à travers le fait de décréter l'état d'urgence, d'autant plus que celui qui décrète, encore une fois, est celui qui en hérite.
Voilà, et activer le déclenchement d'un état d'urgence, comité liaison, Conseil d'État. Oui, bon, ça c'est voilà. Bon, ça c'était juste donc une page supplémentaire que j'ai vue pendant que tu faisais ton exposé de ce qu'on disait le Conseil d'État, mais ça nous permet d'approfondir ton propos et de voir les périmètres et même peut-être d'aller plus loin dans ton exposé, dans les constats. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Charles. Christian. On ne t'entend pas, Christian. C'est Jean-Charles qui m'avait coupé mon micro. De toute façon. Oui, tu faisais du bruit pendant l'exposé de Luc. Alors, voilà. C'est toi qui le dis, ça. Quelle autorité on a décidé? Oui, c'était un état d'urgence. C'était un état d'urgence. Décidé, l'agent est à appliquer. Donc, c'est voilà. Contraire fait de ce que tu dénonces. L'arbitraire. Donc, les circuits courts. Qu'est-ce que c'est dans le cadre de la Constitution? Il faut attendre quand même la moitié de l'exposé, de très bon exposé, très intéressant de Luc, pour qu'on ait une définition, c'est prendre des décisions rapidement. Prendre des décisions rapidement. Bon. Et alors, d'emblée, moi, j'ai deux remarques préliminaires, enfin, disons deux petites méfiances. C'est que, d'une part, tu nous exposes en fait un programme, des suggestions dans le cadre du système représentatif actuel, amélioré par du RIC, par du... Bon. À aucun moment, cette affaire de circuit court, si tant est qu'elles sont nécessaires, on peut imaginer une autre organisation sociétale, hein, l'organisation de la collectivité, que le système représentatif actuel assorti d'un RIC. Voilà. Et puis, le deuxième point de vigilance, c'est que je retrouve quand même toujours cette confusion entre les législatifs et l'exécutif. En fait, de quoi parle-t-on? Alors, lorsque tu nous décris trois domaines, non, les domaines, après, c'est détaillé, trois typologies. Trois typologies. Temporalité, c'est autre chose. Trois typologies d'état d'urgence, c'est trois typologies de circuits courts. Hein, c'est tout ce qui concerne les états d'urgence. Alors, c'est essentiellement militaire et sanitaire. Et Jean-Charles, d'ailleurs, a ajouté, avec extrêmement d'à propos, une problématique éventuellement économique, alimentaire. Bon, voilà. Ça, c'était donc la première typologie. Deuxième typologie, c'est blocage des institutions. Alors moi, je ne sais pas ce que c'est, blocage des institutions, on va en parler. Conflit insoluble entre institutions, absence de majorité parlementaire, impossibilité de former un gouvernement. Donc ça, c'est la deuxième typologie dans le cadre de laquelle il faudrait des circuits courts. Bon. Et bien, troisième typologie, c'est, là on est encore plus dans le subjectif, c'est lorsqu'il y a une divergence entre la politique menée et la volonté populaire. Voilà, là, qu'est-ce que c'est que la volonté populaire? Bon, mystère et boule de gomme. Voilà. Alors, par contre, la première typologie, c'est quelque chose d'extrêmement concret. Et donc là, effectivement, on sait à quoi se raccrocher, parce qu'on a des exemples extrêmement récents. Bon, on va parler de l'état d'urgence atomique. Bon, ça, c'est la tarte à la crème, mais l'état d'urgence sanitaire, voire alimentaire. Bon, ça, par contre, c'est effectivement un point extrêmement précis et d'actualité, et à partir duquel on a des références. Et alors là, je dis, mais de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle du législatif ou de l'exécutif? Est-ce qu'on parle dans le cadre de nécessité de prendre des décisions rapidement? Alors les décisions, qu'est-ce que c'est qu'une décision? Une décision, c'est typiquement un acte de l'exécutif. L'exécutif étant commandement opérationnel et législatif étant
élaboration de normes ou de règles abstraites. Et tu avais d'ailleurs placé ton propos sous le sceau de la théorie. Tu as dit, je vais faire de la théorie. Bon, et en fait, moi, j'ai vu que tu as surtout fait de la pratique, mais c'est intéressant de faire de la théorie, c'est-à-dire qu'on peut élaborer comme théorie, hein, justement, à partir de ça. Alors, prendre des décisions rapidement, d'un point de vue théorique, c'est l'affaire de l'exécutif. Et l'exécutif ne peut pas violer la loi. Bon, donc, à partir du moment où, parce qu'on parle de la Constitution, on ne va pas parler disons, des circulaires intérieurs dans les missions. À partir du moment où il y a une mission gouvernementale, hein, puisque c'est qui prend des décisions, les décisions, c'est pas une assemblée qui prend une décision. Alors, question. Bon. Mais dans notre démocratie représentative actuelle, c'est des mandataires, hein, qui prennent des décisions. Ils prennent des décisions en respectant la loi, a priori. Bon. Est-ce qu'il s'agit, par contre, de modifier la loi rapidement? Alors, la réponse est que oui, ça se passe comme ça. C'est-à-dire que lorsque l'exécutif a envie, a besoin, on va dire a envie, hein, on va être un peu polémique, a envie de prendre une décision rapidement, il regarde, est-ce que j'ai le droit de le faire? Il regarde la loi. Bon. Et puis, bon, alors s'il trouve une vieille loi dans un placard, comme par exemple la loi d'état d'urgence de 50, je sais pas quoi, bon, il la ressort, plus ou moins bien ficelée, mais nous, on est derrière avec recours constitution pour leur taper sur les doigts. Ou bien, s'il n'y a pas de loi, ben, ils en font une. Ils en font une tout simplement parce que la Constitution est mal écrite. Et voilà. Et on tombe là-dessus. Si une Constitution est mal écrite, bien entendu, se pose la question des circuits courts. Mais cette question des circuits courts, à mon avis, d'un point de vue théorique, pourrait très bien ne pas avoir à se poser si la Constitution est bien écrite. Voilà. Bon. Alors, on prend une décision rapidement. Une décision qui est légale parce qu'il y a une loi qui existe. Bon, il n'y a pas de problème, c'est la Constitution, on applique la Constitution. Bon, si la loi n'existe pas, bon, alors là, on a un problème constitutionnel, hein, et puis, voilà, donc je vais me répéter. Maintenant, pour ce qui concerne les modalités de prise de cette décision, tu as parlé de une personne, deux personnes sur le doigt d'une main. Bon, est-ce qu'effectivement, lorsqu'il s'avère qu'on est dans un cas de figure où il y a des décisions importantes dans le cadre d'urgence sanitaire ou d'urgence alimentaire ou d'urgence militaire à prendre, ça doit être une personne ou plusieurs personnes. Alors moi je n'en sais fichement rien. Bon, si on regarde l'histoire, bon, on avait le comité de salut public, hein, ils étaient 12, et contrairement à ce que je parle de la période de 1791, 92, 73, etc. Si on regarde la vindicte populaire, évidemment, on dit que le comité de salut public était une dictature. Absolument pas. Il n'y a pas eu moins dictatorial que le comité de salut public parce qu'il rendait compte toutes les semaines de ce qu'il faisait à l'Assemblée, à la Convention. Et la Convention démettait qui elle voulait. Bon. Donc, on a là un mode de fonctionnement avec une équipe, un espèce de commando exécutif qui va prendre des décisions, effectivement, mais avec un contrôle. Hein, bon, alors, nous, dans notre idée, et ce n'est pas une assemblée représentative, c'est une myriade d'assemblées locales qui contrôlent. Bref, on ne va pas rentrer, ça serait trop compliqué. Alors, la deuxième typologie, c'est le blocage des institutions. Bon, le blocage des institutions, si la Constitution est bien écrite, il n'y a pas de possibilité de blocage de la Constitution. Voilà. Bon, si, par exemple, absence de majorité parlementaire, impossibilité de faire un gouvernement, ça veut dire qu'on est dans un régime d'assemblée avec une constitution qui a écrit que c'était la majorité parlementaire qui désignait le gouvernement. Bon, c'est un truc mal écrit, et la 4e République a bien montré que ça ne fonctionnait pas. Bon, donc, c'est une raison de plus. On fait de la théorie constitutionnelle pour ne pas écrire disons,
un mécanisme comme ça, parce qu'on sait qu'il débouche automatiquement sur des blocages. Alors, la troisième typologie est plus politique, donc plus intéressante, c'est lorsqu'il y a une divergence entre la politique menée et la volonté populaire. Dans le cas d'une démocratie représentative, comme on est actuellement, et que tout le monde semble valider, tout le monde semble la valider, ici présent, eh bien, les parlementaires sont les élus du peuple, sont les représentants du peuple, ils cristallisent la volonté populaire. Donc, il n'y a pas à être contre. C'est simple, il n'y a pas à manifester. Voilà. Sinon, il faut faire autre chose, il faut faire une démocratie directe, avec des assemblées citoyennes, et où la loi va se faire différemment. À partir du moment où on est tous d'accord pour qu'il y ait une majorité importante, pour qu'il y ait un système représentatif, où il va y avoir 577 plus 365 individus qui vont décider des choses, et que voilà, et qu'il va y avoir des élections où on est un président de la République, tout le monde est d'accord là-dessus. Le peuple n'a pas à être contre ce qu'on fait les dirigeants. Ça, c'est un problème fondamental. On a l'impression que la bonne démocratie, c'est une démocratie qui est écrite de façon à ce que les dirigeants, on va parler là de l'exécutif, puissent prendre des décisions en toute légalité, en s'appuyant sur des lois qui existent, des lois qui ont été validées par la représentation populaire, mais que le peuple peut se lever, une fraction du peuple, quelques centaines ou quelques milliers de personnes puissent aller dans les rues en agitant des banderoles en disant on n'est pas d'accord. Non, là on est dans un système qui est totalement illégal. Voilà, donc cette typologie numéro 3, en dehors d'un système de pouvoir citoyen établi à partir d'une représentation absolument exhaustive du peuple, eh bien, il ne doit pas y avoir la volonté populaire ne s'exprime que par la voix de ses représentants, Dixit, Joseph Emmanuel Sieyès. Alors, faut-il, dans certains cas, de toute façon, c'est le penseur le plus important des 3 derniers siècles d'un point de vue politique, puisque aujourd'hui, tout le système politique mondial est en cohérence avec les prescriptions de notre ami Joseph Emmanuel. Alors, grande question, c'est faut-il ou peut-on prévoir dans la Constitution des limitations à la liberté individuelle? Alors, d'abord, il faudrait que la Constitution prévoie ces constitutions, garantisse ces constitutions, et garantisse ces libertés. La Constitution actuelle règle cette difficulté en disant je garantis des libertés, mais je peux y déroger si l'Assemblée nationale vote une loi pour y déroger. Voilà, bon, je caricature, mais c'est quand même grosso modo ça. Mais d'un point de vue plus sérieux et plus juridique et plus théorique, est-ce qu'on peut ou est-ce qu'il faut prévoir dans une constitution qui garantit des libertés individuelles des cas où on pourrait déroger à sa liberté individuelle? Alors ça, c'est une question, à mon avis, la plus importante, la plus intéressante de toutes celles qui ont été soulevées. Alors, il y a la question du cas. Bon. Alors, moi, je pense qu'on ne peut pas, mais enfin, admettons, en hypothèse d'école, qu'on puisse, ou qu'on veuille le faire, et qu'on se dise comment je vais bien pouvoir écrire un truc pour faire ça. Il faut prévoir le cas. Bon, je peux déroger aux libertés individuelles que la Constitution garantit dans le cas où, alors, le cas, virgule, dans le cas où l'Assemblée nationale se réunit un soir avec 150 députés à la buvette, le truc, non, ça, bon, c'est pas sérieux. Bon. Mais un cas avec un principe qui va être énoncé. Première difficulté. Alors, tu as un peu débroussaillé le terrain, Luc, en disant, bon, il y a le délai, le domaine, niveau de gravité, bon, alors là, voilà. Bon, mais je n'y réponds pas. J'ouvre le chantier. Dans quel cas? Le deuxième cas, le deuxième point, c'est qui va déroger? Parce qu'à partir du moment où on déroge, à mon avis, la logique,
c'est de ne pas passer par l'Assemblée nationale, sous réserve, parce que là, bon, on n'a pas abordé le problème du domaine réglementaire, mais sous réserve que la loi, enfin que toute la règle coercitive ne soit faite que par l'Assemblée nationale, et que la règle coercitive, la loi garantisse la liberté individuelle, si on a un cas qui va être validé par une certaine institution, bon, où on peut déroger, la question de savoir, c'est comment est-ce qu'on y déroge? Est-ce que l'Assemblée nationale est saisie par le paletot en disant votez ça? Ou bien, bon, la logique veut qu'on se passe l'Assemblée nationale et que l'exécutif soit, dans ce cas-là, investi hein, du droit de faire ce qu'il veut. Hein. Bon, c'est le principe monarchique. Voilà. Avec le monarchique, on n'a pas de problème de circuit court, parce que quand il faut faire quelque chose rapidement, bon, enfin, bon, si on est Louis XIV, on dit attendez, excusez-moi, j'ai envie de faire pipi, on va à côté, on demande à la madame Maintenon qu'est-ce qu'il faut faire, on revient, elle lui dit, il revient, il dit voilà, il faut faire ça. Bon, mais sinon, si on n'a pas de madame Maintenon, ben on dit voilà, je fais ça. Et donc voilà. Et alors, dernier point justement qui vient un peu en clé de voûte de ce que je viens de dire, c'est que bon, pour une fois, je suis inscrit en faux par rapport à quelque chose qu'a dit Jean-Charles. Jean-Charles a dit l'état d'urgence, c'est un système, c'est un moment où des vides de droit, le droit est évacué. Ben non. L'état d'urgence, le droit n'est pas évacué. Alors, le droit ne doit pas être évacué, mais même maintenant, il n'est pas évacué. Si tu regardes bien l'état d'urgence, ils prennent appui sur une loi. Bon, c'est pas un article 16 en disant hop, il y a la Constitution qui m'investit, j'ai le droit de tout faire. C'est écrit. Non. Il dit j'ai une loi. C'est celle-là, vous voyez, et j'applique la loi. Donc, aujourd'hui, le cache-sexe de l'état d'urgence pour les démocraties représentatives, c'est d'avoir un article de loi quelque part, mais s'ils ne l'ont pas, ils le font. Hein. Bon, on n'est pas du tout dans un système, enfin moi j'attends un exemple, qu'on me donne un exemple, où il y a donc le responsable exécutif, soit une équipe restreinte de type comité de salut public, soit un président, un guide suprême, un duce ou un Führer qui dit voilà, moi je décide ça parce que je suis dans un cas d'état d'urgence. Voilà. Donc, il faut que le droit écrive l'état d'urgence. Merci de cette conclusion qui, je dirais, valide le sujet et le thème d'aujourd'hui. Alors, je vais essayer de rebondir sur ce que vous avez dit. Je vais commencer par Jean-Charles parce que alors il a commencé par la Belgique avec 2 ans de vacances du pouvoir, mais je pense que c'est symptomatique d'un pays qui n'est pas une nation. Et pour reprendre ces catégories que nous avons essayé de dégrossir dans le glossaire, et c'est ce qui fait qu'il y a un problème de gouvernance et un problème durable de gouvernance de ce pays. Alors après, sinon, je suis complètement d'accord. Les champs, je n'ai pas dit que effectivement, je n'ai pas peut-être pas tous adressé, mais c'est pas voilà. Hein, l'idée ici, c'était de poser la problématique, de dire il faut absolument que ça soit prévu dans une constitution, c'est fondamental. Et tu as donné cette phrase admirable, je trouve, hein, qui gère ou qui décrète l'état d'urgence est maître du tout, exactement. Donc c'est fondamental. Tout le reste, c'est comme si, il y a une expression, c'est comme si vous n'aviez pas de constitution, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire, celui qui est maître de l'état d'urgence est maître du tout. Et donc il y accordera ce qu'il voudra bien en fonction de son désir. Et donc là, franchement, c'est même presque la chose la plus importante, quelque part, qu'il faut prévoir dans une constitution. Donc c'est tout à fait. Alors moi j'ai regroupé ça effectivement sous le terme circuit court, parce que c'est effectivement des situations assez diverses, on l'a bien vu, hein. J'ai noté un certain nombre de champs, mais tu en as rajouté d'autres. Effectivement, c'est des cas où en fait il faut aller rapidement et il y a des règles extraordinaires
qui s'appliquent et qui ne sont pas forcément les mêmes que les règles en temps ordinaire. Hein. Voilà, c'est ça en fait l'idée de circuit court qui regroupe toutes ces problématiques sous un même chapeau. Donc oui, 3 fois oui, hein, effectivement, sur la phrase que tu dis, hein, qui gère l'état d'urgence est maître du tout. Pour Christian, 2 remarques. Déjà, il dit, ça présuppose qu'on est dans un système représentatif, délégatif, etc., etc. En tout cas, pas en démocratie directe. Non, non, non. Ce que j'ai dit, j'ai bien fait attention. J'ai parlé d'institutions dans un système à démocratie directe. Moi, j'ai lu ta Constitution. Il y a des institutions aussi. Il y en a plein. Et il y a surtout des administrations. Des administrations qui ont un pouvoir gigantesque. Gigantesque. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas élus et c'est elles qui administrent au quotidien les choses sans... alors, ils doivent rendre compte, mais alors, dis donc, bonjour. Quoi. Enfin bon, c'est un autre débat, je vais pas le... je l'évoque juste là, mais... Alors, donc je disais, oui, je parle d'institutions, donc des institutions. Non, non, j'ai essayé justement de ne pas préjuger, justement de savoir si c'est un système représentatif ou pas. On s'aperçoit là que pour certains cas, et notamment le cas de l'arme nucléaire, effectivement, on ne voit pas comment on va faire. Vraiment, là, c'est le cas extrême, qui n'est loin d'être une tarte à la crème. C'est vraiment quelque chose de tout à fait important, de tout à fait fondamental, crois-moi, et peut-être beaucoup plus que tu ne l'imagines. Beaucoup plus que tu ne l'imagines, par rapport au technicisme, notamment. J'aurai peut-être l'occasion d'en parler à l'avenir. C'est à cause de ça qu'il y a une guerre en Ukraine, quand même, hein, pour éviter qu'il y ait des missiles qui puissent atteindre le Kremlin sans que Moscou, sans qu'ils aient le temps de réagir, justement, et en décapitant, du coup, ça détruise les capacités de réaction du pays, en coupant la tête. Non, non, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Et c'est dans le monde qui est ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est tout à fait fondamental. Bon, bref. Donc non, j'ai essayé justement de faire quelque chose qui ne tient pas compte de toute constitution. Il faudra le prévoir. D'ailleurs, ta conclusion est celle-là et je m'en réjouis. Confusion exécutif-législatif, non, je ne crois pas non plus. Hein, j'ai parlé d'institutions. Après, voilà, justement, c'est de faire jouer dans ces périodes extraordinaires. Comment est-ce que joue l'exécutif? Comment est-ce que jouent les institutions exécutives, les institutions administratives, les institutions législatives, les institutions de contrôle, etc., etc. Voilà, c'est les règles du jeu qui doivent être mises dans la Constitution. Voilà, ça ne préjuge pas de exécutif, législatif. Alors, la théorie, la loi d'état d'urgence rapide exécutive, tu dis, oui, souvent, mais bon, pas forcément, pas forcément. Effectivement, au moins dans le premier temps, hein, j'ai décomposé premier temps, deuxième temps, souvent, effectivement, le premier temps sera plutôt un temps exécutif, et peut-être même législatif, ça peut aller vite. Parce que, comme tu l'as dit, Christian, là, je te rejoins, je suis d'accord, l'état d'urgence, c'est un état malgré tout, il y a du droit. Hein, on n'est pas dans l'arbitraire absolu, dans la monarchie absolue. Hein. C'est encadré par le droit. Alors après, effectivement, ce droit, du coup, la loi d'état d'urgence peut dire, le Conseil de défense prendra toutes les décisions. Bon, et là, on rentre dans open bar, quoi. Mais ça reste encadré par une loi. La loi a dit, maintenant, à partir de demain, c'est open bar. Bon, mais voilà, formellement, ça reste dans un état de droit, quoi. Quoi d'autre Oui, alors après, moi, je pense qu'effectivement, la démocratie directe, c'est contradictoire avec des décisions rapides, fatalement. D'ailleurs, je crois que tu en as convenu par ailleurs hein, dans d'autres débats, Christian, sur le fait, mais on n'est pas forcément pressé, le nombre de lois n'est pas forcément important, etc. Ok, je suis d'accord, mais ça fait partie des propriétés de ces choses, puisque des agoras qui se démultiplient, je crois que c'est 750 hein, qui sont prévus. Donc ça prend du temps de collecter tout ça, qu'ils se réussissent à se mettre d'accord tous sur le même texte et tout, enfin ça va être chaud quoi. Je pense que c'est totalement contradictoire avec la capacité d'urgence. Mais bon, bref, c'est un autre débat. Alors tu dis, la question la plus importante, la plus intéressante, c'est peut-on prévoir des limitations à la liberté dans la Constitution? Alors,
tu restreins ça à la liberté. Moi, je pense que c'est pas que la liberté. Hein. C'est tous les principes. Hein. L'égalité aussi, par exemple, en cas de mobilisation générale, l'égalité de savoir qui va être mobilisé pour aller à la guerre et celui qui va pas y être, c'est important. Pour citer un exemple, hein, mais il n'y a pas que la liberté. Je pense pas qu'il y a la liberté. Voilà. Est-ce que vous voulez réagir à ma réponse? Je peux réagir, je peux reprendre mon tour. Oui, allez, vas-y. Oui, alors donc, oui, après ce tour de piste, on constate, on peut schématiser que l'état d'urgence, en état normal, les différents pouvoirs seraient des calques dans Photoshop qui seraient à peu près au même niveau et se confondraient à la vue de celui qui regarde l'image. Et l'état d'urgence, c'est une façon de faire remonter le calque de l'exécutif devant absolument tous les autres pouvoirs. Donc de solliciter l'Assemblée nationale, le parlementaire, le législatif, a posteriori au mieux, a posteriori. Donc c'est une espèce de décalage de pouvoir et de prééminence de l'exécutif qui va donc, comme tu l'as dit, open bar, conseil de défense. C'est un petit peu ce que je voulais dire. C'est-à-dire que pour répondre à Christian sur le fait que quand on dit l'état d'urgence, c'est un état vide de droit, c'est une expression que j'ai repris pendant que l'exposé de Luc d'un article intéressant qui parle de la loi, attendez, je vais vous dire, de la loi du 3 avril 1955 qui établit donc les périmètres et ce que peut faire un exécutif sous état d'urgence. Je vais y revenir rapidement, mais donc on voit véritablement quand on lit cette loi que trop de formalisme, c'est-à-dire faire trop confiance enfin tout mettre sur le droit et dire que le droit va pouvoir abolir le droit, ça reste du droit. Non, il y a quand même une certaine d'irrationalité, enfin voilà, là-dedans. C'est-à-dire qu'on a véritablement une loi qui abroge les lois d'une façon générale. Et je vais vous en lire quelques exemples. Donc, il ne s'agit plus à un certain niveau de gestion et de gouvernance, se rassurer à travers ce formalisme qui est complètement foulé aux pieds. Alors, l'article 5 de la loi, pouvoir donner aux représentants de l'État dans le département d'interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux aux heures fixées, arrêtés, machin. Je vais à l'article 6. Le ministre de l'Intérieur peut prononcer l'assignation à résidence de toute personne dont l'activité s'avère dangereuse pour la sécurité et l'ordre public. Qui en décide, on ne sait pas. L'article 8, le ministre de l'Intérieur et le préfet peut ordonner la fermeture provisoire de salles de spectacle, des débits de boissons, des lieux de réunion de toute nature. Article 12, et j'arrête là, un décret pris sur le rapport du ministre de la Défense nationale et du ministre de la Justice peut autoriser la juridiction militaire à se saisir de crimes ainsi que des délits qui leur sont connexes, relevant de la cour d'assises, etc., etc. C'est-à-dire que bon, là, je n'ai lu que 3-4 extraits d'articles et rapidement, mais c'est quoi que tu nous lis là? Là, c'est la loi, c'est des extraits de la loi du 3 avril 1955 qui a été établie, alors le gouvernement de Pierre Mendès France, envoie Jean-Jacques Soustel, machin, enfin voilà, le gouvernement est renversé, Edgar Faure devient président du Conseil le 5 février. Enfin, voilà, c'est à ce moment-là que c'est sous Edgar Faure. Voilà. C'est la loi du 3 avril 1955. Voilà, et c'est donc la rébellion en Algérie. C'est ça l'artefact de l'affaire. Voilà. Et donc, ça a été ensuite décliné pour d'autres occasions et d'autres champs, comme en a parlé Luc. Et on voit que on est sur cette base-là. Et on se retrouve en fait sur la canonisation à la fois de l'exécutif et de la technocratie, c'est-à-dire de toute l'administration dont parlait Luc. Et on peut, à partir de tous ces constats, il s'agit donc de ne pas être dans le déni
de l'inconstitutionnalité de l'état d'urgence et qu'il faut pas se rassurer sous prétexte que c'est une loi qui l'a dit et que ça resterait légal, il ne faut pas s'en satisfaire. Donc effectivement, il faut trouver maintenant des solutions et dégager des principes qui pourraient nous sortir de l'ornière. Je crois que, bon, on en a un petit peu parlé, mais il faut effectivement inscrire ça dans la Constitution de façon sérieuse, mais voilà, mais ne pas en faire un mode de gouvernement, ou alors, à ce moment-là, ou alors assumer qu'on a un gouvernement bis, enfin, un mode de gouvernement bis. D'ailleurs, on a le gouvernement normal et la gouvernance sous état d'urgence. On a vu maintenant qu'on est à la moitié du temps sous état d'urgence. Donc la question se pose de façon vraiment très, très préoccupante. Oui, alors merci beaucoup Jean-Charles. Bah, je rebondis très rapidement sur ça. Bah, ne pas se satisfaire du seul cadre légal, ça a été vraiment, je dirais, le fil rouge qui nous a guidés quand on a rédigé notre constitution. C'était ça, c'est-à-dire pas simplement se faire plaisir, mais de faire quelque chose qui puisse fonctionner dans la réalité du pouvoir. Sachant que le pouvoir coercitif est le dernier qui s'exerce et le plus important au final. Et je renvoie les auditeurs aux émissions, à la série d'émissions sur le pouvoir d'ailleurs. Oui. Très bien, merci monsieur. Bon, messieurs, nous avons eu quelques problèmes techniques durant cette émission, donc des coupures. Donc j'interromps, mais les débats que nous avons, de toute façon, seront repris dans la suite de nos travaux. Merci.